Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Bonsoir Luc, bonsoir vous tous qui nous écoutez pour les mardis de l'information. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Premier mardi de l'info de l'année. Bonne année à vous tous. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite bien évidemment le meilleur, mon cher Luc. Une année dynamique, pleine de succès, de belles émissions et d'une excellente radio. L'émission de ce soir, vous savez que vous connaissez le principe des mardis de l'info. On aborde des sujets pas toujours forcément très simples. Et bien aujourd'hui, c'est une question que se pose, parfois qu'on croise avec beaucoup de parents, ou même soi-même, c'est que mon gamin a un mal-être à l'école, c'est pas ça, il y a quelque chose qui se passe pas bien, il peut y avoir un harcèlement, pourquoi pas, qui va franchement déstabiliser mon gamin, ou bien je suis témoin de ce gamin à la sortie de l'école, ça va pas, on voit que ce gamin est de plus en plus sombre, ou bien c'est mon fils, ma fille qui me disent, mais dis donc, t'as vu quand même, il y a 4 ans, là, on l'entend plus, on le voit plus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour accompagner ces enfants, ces jeunes également, nous avons des sentinelles qui interviennent. Ce sont des psychologues scolaires. Nous avons ce soir avec nous le CCPP, le Centre de consultation psychopédagogique, qui est venu nous rejoindre pour parler justement de ces différents cas, pour nous parler de ces actions. Leur présidente, sa présidente, Emmanuelle Barlier est à nos côtés. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Stéphane. Alors, vous êtes la présidente de cette association, présidente bénévole ? Bien sûr. Je précise. Association loi de 1901. Voilà, tout à fait. Vous êtes professeur des écoles, c'est votre vrai métier, directrice de l'école primaire Saint-Jacques à Neufchâtel-en-Bray, si je ne me trompe pas. Et puis, à vos côtés, Béatrice Stanton, bonjour. Bonjour Stéphane. C'est vous la coordinatrice des 12 psychologues qui interviennent sur la région ? Alors nous sommes en binôme. En binôme. J'ai une collègue avec moi, Marilyn Rousselin-Levitre, qui m'aide à la coordination d'équipe pour les 12 psychologues. Bon, dans quel cas vous allez intervenir ? Auprès de qui intervenez-vous ? Nous avons des élèves de la petite section à la terminale, voire même au post-bac pour certains établissements. Post-bac, donc jusqu'à des grands. Jusqu'à des BTS. Jusqu'à des BTS. Oui, tout à fait. Des BTS qui peuvent être quoi, demi-pensionnaires, en internat ? En internat aussi, en fonction des établissements. Ouais. Emmanuelle Barlier, à quel moment va-t-on faire appel au service du CCPP, de ce centre de consultation psychopédagogique ? Alors, du 1er septembre au 4 juillet, puisque les psychologues interviennent sur toute une année scolaire dans les établissements pour lesquels elles ont la responsabilité d'accompagnement des élèves avec les équipes éducatives. Ça, c'est pour le calendrier. Maintenant, oui. Pour le situationnel, à quel moment je vais dire, tiens, là, il faut une intervention, il faut quelque chose ? Alors, les psychologues ont une permanence dans nos établissements et avec l'équipe enseignante, voilà, un enfant pour lequel le parcours scolaire nous renvoie un certain nombre de difficultés, l'équipe enseignante va se dire d'où viennent ces difficultés et voilà, nous échangeons avec les psychologues. On peut aussi avoir une famille qui nous dit en ce moment à la maison c'est plus difficile avec papa, maman, on ne sait pas trop où on en est et l'enfant nous renvoie que il est un peu perdu. Donc la psychologue peut être là pour écouter cet enfant qui vient chez nous être élève, mais cet enfant qui dit à la maison en ce moment, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais oui, ça peut être quoi ? Ça peut être une séparation, un papa, une maman qui se séparent et le gamin qui prend. Ça peut être la disparition d'un grand-père, d'une grand-mère. Effectivement, on intervient assez souvent dans les cas de décès, où il faut accompagner l'enfant pour certaines fois, pour qui c'est la première rencontre avec la mort. Ce qui me surprend dans ce que vous venez de nous dire depuis le début tout à l'heure, Béatrice, c'est que vous intervenez auprès de tout petits, mais aussi des plus grands. C'est un énorme éventail. Oui, ce qui nous permet aussi de ne jamais nous ennuyer. Ah ça, je veux bien croire que vous ne vous ennuyez pas. Vous travaillez, vous nous l'indiquez, Emmanuelle Barlier, en lien étroit avec les équipes enseignantes. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont les équipes enseignantes qui sont au cœur de la vie de l'élève et qui peuvent voir l'évolution des élèves et de voir comment, face au travail scolaire, nous avons soit des réussites, soit des difficultés, soit un rythme de travail où on a connu un enfant ouvert, curieux, pétillant, et puis d'un seul coup, un enfant renfermé ou un enfant qui se dit j'en peux plus, je comprends plus rien. Voilà, donc ça nous met. Ça arrive vraiment, ça, un gamin, pourtant il était bon en maths, en français, et puis tout d'un coup,
ça se casse la figure. D'un seul coup, voilà, il se rend compte, je peux parler, j'ai des élèves de CM2, jusqu'au mois de novembre, c'est un long fleuve tranquille, c'est la suite de mon CM1, j'avance, et puis d'un seul coup, une notion qui me paraît un petit peu plus aride, et puis, tiens, il y a 3-4 camarades nouveaux qui sont arrivés, qui ont l'air d'être un petit peu en compétition avec moi, qui avaient un certain statut, et puis, ils ont l'air de me dépasser, et pourquoi suis-je dépassée? Pourquoi je n'arrive plus pleinement à trouver ma place dans la cour de récréation? J'étais le goal et tout allait bien, et puis d'un seul coup, c'est vraiment j'ai plus positionnement. Le positionnement sociétal. par rapport à des camarades, par rapport, une réussite scolaire. Certains enfants se disent, je me pose pas de problème, j'apprends, puis ça réussit. Puis d'un seul coup, oui, j'apprends, mais c'est un petit peu plus complexe. Tiens, faut que je me mette à raisonner. Ah oui, mais raisonner, je sais plus comment faire. Et puis d'un seul coup, je dis. Mais c'est pas Béatrice qu'une forme de ce que vous nous indiquiez, Emmanuel Barlier, une forme d'échec scolaire. Ça peut être aussi l'indice de quelque chose. S'il y a cette bascule, c'est qu'il y a peut-être autre chose. Et il peut y avoir autre chose, tout à fait. Notamment dans les cas de harcèlement, où parfois l'enfant entre dans une, on va appeler ça quand même une dynamique plutôt dépressive. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une chute des résultats scolaires. On peut parler d'une dépression chez les enfants? Ça me surprend toujours, ça. Oui. Donc un gamin de 7, 8, ou un jeune de 12, 13, ou même un vieux de 17, 18 ans, alors peut-être un peu plus, mais une vraie dépression, ça peut s'avérer? Oui, tout à fait. Il y a même des cas de dépression chez les nourrissons. Chez les nourrissons aussi? Oui. Ah. Alors là, on est hors contexte parce que vous intervenez de quel âge à quel âge? Alors nous, c'est à partir de 3 ans, lorsqu'ils arrivent en petite section, jusqu'à 18, voire une vingtaine d'années pour certains élèves de BTS. Alors bien sûr, on vient d'aborder ça à la seconde avec le sourire, mais n'oublions pas qu'il y a eu des accidents tragiques, puisque ça peut aller jusqu'à des extrémités absolues. Oui. On nous appelle parfois, malheureusement, pour la gestion de situations de crise, dans des cas de décès d'élèves, soit par accident, soit par suicide. C'est arrivé également. Ouais. C'est ce dont nous parlons ce soir, justement cet accompagnement, ce travail de sentinelle que vous exercez. Première sentinelle, si j'ai bien compris, c'est l'enseignant, l'équipe enseignante qui va détecter quelque chose chez le gamin. Et puis ensuite, ce sera à vous de jouer, c'est ça? Vous contactez le CCPP? Ensemble, quand il y a une permanence, effectivement, de se dire, tel jeune, il nous pose question, tel jeune a demandé à vous rencontrer pour discuter. Tiens, je vais être désagréable tout de suite, oui. Emmanuel. Ces permanences, elles ont lieu tous les combien de temps? Tous les 3 ans? Alors, ça va dépendre des établissements. Pour une école primaire, 4 classes comme la mienne, la psychologue vient une fois par mois. Voilà. C'est déjà pas mal. Pour un collège qui peut être dans un centre-ville, la psychologue va être là toutes les semaines. Toutes les semaines. Pour un lycée, Béatrice, si tu parles d'un lycée qui est sur le plateau. Oui, j'y vais à peu près 12 fois par an. Ah oui, donc il y a une vraie régularité, il y a un vrai suivi, et il n'y a pas besoin d'enclencher l'autorisation de machin, de bidule, plus le contact administratif qui fait que je vais peut-être pouvoir avoir le rendez-vous, mais que je suis débordé, donc je viens pas et je viens tous les 6 mois. Alors, les psychologues, effectivement, ont un planning qui font qu'elles sont tel jour à telle heure dans les établissements. Et puis, après, les jeunes, effectivement, eux aussi s'inscrivent soit à une permanence pour les plus grands, soit ce sont les parents qui inscrivent un entretien, et bien sûr la famille donne son accord jusqu'au C'est rassurant ce que vous nous dites, parce que moi il me semblait que c'était très difficile d'avoir l'intervention d'un psychologue scolaire à l'école. Mais on va en reparler dans quelques instants, parce que c'est vrai que votre fonction à vous, c'est une fonction d'alerte, une fonction de sentinelle, et vous réorientez ensuite vers... Oui, tout à fait. Vers le psychologue, vers tout ça. Mais vous gardez toujours cette fonction de dire, attention, il y a un truc qui se passe. Oui, alors petite précision, nous ne sommes pas psychologues scolaires. Le psychologue scolaire, c'est dans l'éducation nationale. Précisons-le bien. Nous sommes psychologues de l'éducation. Psychologue de l'éducation, puisque, Emmanuel, d'où vient le CCPP? Alors, le CCPP a 60 ans, sans prendre toute l'antenne pour refaire l'historique. C'est à la demande de parents d'élèves qui, effectivement, pouvaient se trouver démunis face, au départ, l'orientation scolaire. Oui. Où vais-je? Oui, et c'est en lien, et c'est pour les écoles privées catholiques. Tout à fait.
Tout à fait. C'est vraiment dans ce contexte-là. Une demande des parents. C'est vrai que dans l'enseignement catholique, nous souhaitons vraiment faire un binôme parents-école pour accompagner les jeunes, et des parents d'élèves aussi, parce que nos écoles sont très étendues, et de se dire, mais pour avoir une réponse, s'il faut que j'aille jusqu'à Rouen, est-ce que c'est pas le contraire ? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut venir à l'intérieur nous rencontrer dans notre territoire ? Voilà. Cette fonction de sentinelle, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans les Mardis de l'Info. Les Mardis de l'Info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Et ce soir, nous parlons de ces difficultés que peuvent rencontrer certains de nos jeunes à l'école, chez soi, à la maison. Des difficultés intérieures. Vous savez, ces mômes qui deviennent tout d'un coup un peu beaucoup plus sombres, où il y a quelque chose qui se passe. Comment détecter, comment comprendre ? Alors on a vu avec nos invités, la présidente Emmanuelle Barlier, celle qui dirige ce centre de consultation, qui préside le centre de consultation psychopédagogique sur la région normande, et avec Béatrice Stanton, psychologue clinicienne, la coordinatrice justement de cette association CCPP, que à l'école, la première alerte vient le plus souvent des enseignants, qui vont repérer très vite, c'est aussi leur métier, les enseignants, de regarder, de faire en sorte que l'enfant évolue bien, même s'il y a des exercices, même s'il y a des sanctions, même il y a ceci ou cela, il y a beaucoup d'affection, il y a un rapport de confiance qui s'est toujours établi avec les enfants. Ça peut paraître d'ailleurs surprenant, c'est certains parents qui ont du mal à réaliser que le lien entre l'enseignant et l'élève est souvent beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine, en positif, parfois en négatif d'ailleurs, mais c'est toujours très constructif et ça avance beaucoup. Donc première alerte élevée par l'enseignant, et ensuite, ensemble, l'équipe pédagogique va se dire, tiens, il va peut-être falloir faire appel au CCPP, puisque on a des psychologues qui viennent régulièrement dans les classes, qui viennent régulièrement dans l'établissement, et qui peuvent ainsi interagir. Béatrice Stanton, sans entrer trop dans la vie privée des élèves, sans être voyeur, ça ne nous intéresse pas. Mais je voudrais essayer de comprendre quel genre de cas vous seriez amené à croiser. Est-ce que c'est juste un petit mal-être ? Alors, ça peut être ça. La plupart du temps, ce sont des difficultés scolaires, mais on a de plus en plus de troubles du comportement. C'est ce qu'on appelle les TDA, quelque chose ? Par exemple, les TDAH. Alors, TDA, ça veut dire quoi ? Troubles avec déficience attentionnelle. D'accord, et TDAH ? Avec ou sans hyperactivité. Ah oui. Le H, c'est l'hyperactivité. J'ai quelques relations autour des enseignants, et quand on leur dit « Dis donc, t'as un TDA dans ta classe ?»« Oui, j'en ai 2 », ils pleurent à chaque fois. C'est vraiment difficile de travailler avec un TDA, Emmanuelle Barlier ? Alors, ce qui est difficile, c'est effectivement chaque TDAH est bien particulier. Voilà, il y a une époque où on disait les dyslexiques. Voilà, c'est un groupe de dyslexiques et on adapte comme cela. Là, aujourd'hui, de toute façon, dans nos classes, chaque élève a un parcours particulier. Voilà, il faut adapter. C'est des gamins qui peuvent être très agités en cours, mais aussi à la maison. C'est la fête à la maison. Bien sûr, où ce sont des enfants qui peuvent vite s'évader, donc sans agitation, mais le savoir non pas passe au-dessus ou à côté, mais d'un seul coup, ils décrochent. Oui, ça part dans tous les sens. Dans leur tête, ça part dans tous les sens. Ce qui m'a beaucoup surpris également, en préparant l'émission, on en avait parlé ensemble, vous m'indiquiez qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient déjà sous médicaments. Oui. Ah oui, vous le constatez, vous aussi, Béatrice ? Oui. La fameuse Ritaline. C'est la Ritaline ? Oui, Medikinet. Et ça sert à quoi, ça ? En fait, ce sont des molécules qui sont chargées de réguler l'hyperactivité. Ah ouais, on en a vraiment besoin, mais ça vient d'où, cette hyperactivité, qu'on en parle tellement, ou qu'il y en a plus ? Ou c'est parce qu'on en parle ? Honnêtement, je pense qu'elle est surtout de plus en plus détectée et diagnostiquée. Ce qui auparavant passait pour il n'est pas scolaire, alors que c'est juste qu'il ne pouvait pas. Maintenant, avec cette molécule, c'est vrai que lorsqu'elle est véritablement indiquée, c'est assez spectaculaire.
Mais il faut vraiment que ce soit la molécule qui correspond au trouble. Ah oui, donc il faut que le gamin le prenne à une heure précise par rapport à la journée. Il y a tout un protocole, c'est très très encadré. Ouais. Bon, ça c'est pas vous qui le prescrivez, Non. bien évidemment. Vous n'êtes pas psychologue scolaire, mais vous êtes bien l'alerte psychologue qui va pouvoir dire là il y a une situation, il va falloir aller plus loin. Comment aller plus loin ? La plupart du temps, on réoriente. En fait, on a tout un réseau. En dehors des écoles, on travaille avec les CMP, CMPP. Je rappelle que vous êtes 12 dans votre boutique, oui, donc oui. ça fait du monde. Et en fait, on réoriente, alors on donne des coordonnées s'il y a besoin, on peut se mettre en lien avec les professionnels pour essayer de faire un petit peu accélérer la prise en charge si on peut. C'est vraiment tout un réseau qui travaille avec nous. En parallèle des écoles. Alors on a évoqué le cas des TDA ou TDAH. Avec ou sans H. Avec ou sans H. Mais des fois, il y a des accidents de la vie qu'on pourrait retrouver dans les journaux et qui vont très très loin. Et vous pensez Harcèlement, suicide, harcèlement, tout ça. Suicide, comportement déviant des parents ou un comportement déviant d'un parent auprès d'un enfant qui va tout d'un coup subir quelque chose d'un tonton qui aime vraiment un peu trop sa nièce ou son neveu. Et bien, vous les récupérez, ces gamins-là aussi, vous les voyez. Alors oui, tout à fait. Il est même assez fréquent que nous soyons les premières dépositaires des paroles de l'enfant. Et dans ces cas-là, en dépit du fait que nous sommes tenus de respecter la confidentialité des entretiens, si nous suspectons une mise en danger de l'enfant, nous devons d'en référer aux instances qui sont chargées de s'en occuper. Donc dans ces cas-là, à nous de faire un écrit. Nous sommes dans le dispositif soit information préoccupante, soit signalement au procureur, quand vraiment il y a mise en danger de l'enfant. Si c'est une information préoccupante auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes, la cellule va diligenter une enquête auprès de la famille pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, éventuellement mettre en place une aide éducative s'il y a besoin. Oui, ça c'est quand c'est encore soft, l'aide éducative, Voilà. Parce que Voilà, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Il peut y avoir intervention directe, ça va pas vous directement bien sûr, mais l'enfant peut être très très vite mis en protection, Oui. en foyer. Placé en foyer. Placé en foyer. C'est vraiment les cas les plus graves. Ouais. Et c'est des choses qui arrivent ? Oui. Vous avez déjà été confronté à ce genre de choses ? J'ai déjà été confrontée. Vous-même ? Oui, il y a une fratrie entière qui a été placée. Ah oui. Alors, vous voyez pas le visage de Béatrice tout de suite, mais son visage nous dit bien que ça n'a pas été évident. Pas du tout. Et que même pour vous qui êtes professionnel, c'est des choses qu'il faut pouvoir, en respectant bien évidemment l'accident qu'auraient eu ces jeunes, il faut pouvoir que vous, le professionnel, supportiez tout ça. Alors oui, maintenant, moi j'ai la chance d'avoir un petit peu de bouteille. Là, c'est ma 23e année. Oui, Béatrice est âgée de 74 ans. Alors, si je puis me permettre, la force du CCPP, c'est effectivement, on a dit tout à l'heure, Emmanuelle une Barrier, équipe, la présidente. voilà, une équipe de 12 psychologues qui, une fois par mois, l'équipe se rassemble pour échanger ensemble sur des situations qui sont lourdes et pour aider la personne la psychologue qui l'a vécu, de pouvoir se partager avec ses pairs. Et dans le centre, une fois par mois aussi, il y a ce qu'on appelle une supervision pour permettre effectivement à toutes ces psychologues d'être aussi accompagnés pour décharger, pour supporter. Et sachant qu'entre deux réunions et supervision, nous sommes très liés entre nous, et dès qu'il y en a une qui a besoin d'aide, elle passe un petit message et la première disponible l'appelle pour qu'on puisse échanger. Alors ça c'est votre avantage à vous de savoir le faire, mais un jeune ne sera pas déjà un adulte pour qu'il fasse appel à un psy, ça va pas être évident. En tout cas, faire la démarche d'aller vers ces démarches-là, c'est pas simple. Si je puis me permettre, c'est la force que l'on a dans nos établissements, c'est que la psy n'est plus vue comme une psy. La psychologue dans nos établissements est vue comme une personne
au cœur d'une équipe, une équipe d'enseignants, une équipe éducative. Elle fait partie de l'équipe ? Elle fait complètement partie de l'équipe. C'est pas un intervenant extérieur qui ponctuellement s'assoit, qui arrive écoute, avec sa mallette, repart. au revoir. C'est vraiment quelqu'un qui est au cœur de nos équipes pédagogiques, et qui connaît les enfants. Et bien, qui les connaît très bien. Et puis qui, quand elles ont besoin de plus de renseignements, donc on disait tout à l'heure, on n'est pas dans le voyeurisme, mais va s'asseoir avec le professeur principal, va s'asseoir avec toute l'équipe des professeurs de 6e pour dire, mais ce petit bonhomme-là, effectivement, vous m'avez alerté sur tel point, moi j'ai vu ça. Et voilà, et c'est l'ensemble des professeurs qui va aussi œuvrer pour ne pas lâcher du regard, si je puis dire, ce jeune qui, à un moment donné de son parcours scolaire, émet des difficultés. Emmanuel, vous remarquez dans ces cas-là que cet accompagnement porte ses fruits rapidement ? Ça réagit, ça contre-réagit positivement vite, ou comment ça se passe ? Oui, je trouve que ça porte ses fruits parce que, voilà, on est aussi des écoles où la famille sait qu'elle n'est pas uniquement dépositaires de leur enfant pour faire le parcours d'élève, mais qu'elles sont complètement associées au parcours de leur enfant. Donc effectivement, quand on s'assoit avec les familles, quand on s'assoit avec l'équipe enseignante pour chercher, tout le monde a bien conscience qu'on veut aider le jeune à aller plus loin, à franchir des obstacles. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le pourquoi, voilà, le pourquoi des choses, mais se dire, là il y a un obstacle, il faut qu'on le franchisse. Vous demandiez tout à l'heure à Béatrice des exemples concrets. Là, dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent, nos psychologues vont avoir du travail d'accompagnement des jeunes qui sont en terminale, qui ont ouvert Parcoursup et qui se disent « Au secours, j'ai envie de faire ça, mais si je le mets sur telle plateforme, comme cela, est-ce que, on m'a dit qu'il fallait mieux que je mette tous ces choix-là pour être sûr que je sois pas pris pour avoir celui-ci. » Et tous les jeunes vont s'interroger en disant, mais est-ce que ce Parcoursup, il met en valeur mes compétences scolaires et puis je vais avoir l'école ou pas? Donc voilà, on a plein de jeunes qui travaillent bien, voilà, et qui, à un moment donné, rencontrent l'obstacle de dire, mais voilà, je suis face à une plateforme qui va m'orienter et je me sens dépossédée de peut-être pleinement ce que je suis. Et là, les psychologues, vont avoir un certain nombre d'entretiens, lui dire, mais ah oui, à ce niveau-là également. Ah, tout à fait. C'est une source d'inquiétude extrêmement grande. Une source d'angoisse ? Oui, chez les jeunes et aussi chez les parents. Ah bah oui, chez les parents. Chez les parents quand ils sont là, parce que parfois, on peut aussi avoir des cas avec des parents démissionnaires, mais ça, c'est une autre histoire. On en parle dans quelques instants. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Et réalisation de cette émission, Luc, comme d'habitude. Merci beaucoup, Luc, de suivre toujours aussi fidèlement les mardis de l'info. Soyez les bienvenus pour ces mardis de l'info, deuxième partie. Nous poursuivons notre rencontre avec le CCPP, le Centre de consultation psycho-pédagogique qui permet à des psychologues de formation d'être en frontal, en premier, en tout cas en primo contact avec des gamins qui seraient ou qui pourraient avoir des difficultés, qui se posent des questions pour ensuite permettre une réorientation de ces jeunes vers un psychologue scolaire ou un psychologue tout court, pur jus, c'est ça ? C'est ça. Avec nous, Béatrice Stanton, psychologue clinicienne, la coordinatrice du CCPP, pas le CCPP, puisque c'est encore autre chose. Et avec nous, la présidente de cette association, Emmanuelle Barlier. Encore merci à toutes les deux d'avoir fait la route, car vous avez également de grosses journées derrière vous, avec vous. J'évoquais très rapidement tout à l'heure le fait que nous pouvions parfois avoir des parents démissionnaires. Est-ce que c'est une réalité que vous rencontrez souvent ? Alors, heureusement, non. C'est quand même pas la majorité. Ils peuvent l'être pour pas mal de raisons. Parfois, certains parents ne peuvent tout simplement pas suivre parce qu'eux n'ont pas le niveau scolaire suffisant, se sentent dépassés. Donc, ils passent le relais à l'école. D'autres parents n'ont pas forcément le temps. Après, on ne peut absolument pas juger pourquoi un parent ne peut pas accompagner son enfant. Mais en tout cas, on essaie le plus possible, dès qu'on peut, de les recontacter et de pouvoir travailler avec eux pour remettre le lien en place entre l'enfant et ses parents.
Un point très intéressant également que vous évoquiez tout à l'heure hors micro, parce qu'on n'arrête pas de discuter ensemble, mais où bien évidemment on partage avec vous à l'écoute, et merci encore d'être à l'écoute de cette émission. Emmanuel Barlier, vous nous indiquiez qu'il y avait des sixièmes qui étaient en internat. C'est tout petit, c'est pas grand, ça. Et oui. Alors, ça peut, pour plusieurs raisons, des fois, certains enfants. Moi, je connais une élève qui a choisi d'être en internat en sixième pour dire je suis dans une belle famille, il y a des petits qui font beaucoup de bruit, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, d'apprendre et d'avoir un rythme qui est le rythme scolaire et l'internat. Je vous rejoins là-dessus. Ça vous intéresse pas, mais ma filleule, c'est ce qu'elle a fait elle aussi. Mais elle était déjà un peu plus âgée. Elle avait pas 11 ans, quoi. Hein. On a des élèves qui sont de plus en plus mûrs et qui, des fois, savent presque mieux que leurs parents ce vers quoi ils veulent aller. C'est plutôt une bonne chose. Justement, dans cette interrogation entre se dire, tiens, est-ce que je pars faire une quatrième nature, donc une quatrième technologique, entre guillemets, plutôt que de poursuivre sur l'enseignement général, le gamin va se poser des questions. Est-ce que là aussi, vous pouvez intervenir, vous ? Alors, ce que je trouve que la belle évolution qu'il y a eu, on dit toujours certaines filières sont choisies par défaut. Moi, je peux dire au fur et à mesure de ma carrière que aujourd'hui, la plupart des choix sont des choix, je dirais, orientés, des choix éclairés. Voilà, où avec la psychologue, avec les équipes enseignantes, de dire, tu vois, tu en es là dans ton parcours, tu rencontres tel obstacle, telle difficulté, tel... Est-ce qu'un gamin de 5e, on peut déjà savoir et se dire, entre nous, non, lui, c'est pas possible, il pourra pas faire une seconde générale, il vaut mieux qu'il parte en 4e nature. Alors, c'est pas toujours accepté, ce genre de conseil. Je dirais qu'autrefois, voilà, c'était très binaire, il peut pas, il peut. Aujourd'hui, c'est, et on le voit bien aussi dans le monde adulte, il y a plein de possibilités de revenir en arrière, de partir dans un cursus et puis de bifurquer. Et je crois que les jeunes comprennent bien que, voilà, on peut faire 4e, 3e nature, puis un bac pro. C'est quoi une 4e, 3e, 4e nature par rapport à une 4e normale? 3e nature, c'est certains apprentissages vont se vivre concrètement par des expériences. Alors, on dit 4e, par exemple, pour l'établissement dans lequel je suis insérée, 4e, 3e nature, ce sont des jeunes pour lesquels on leur permet sur 2 ans de continuer à faire français maths, voilà, c'est indispensable. Voilà, mais de dire, je vais faire une expérience en cuisine. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on attend de moi ? Je vais faire une expérience en forêt. Je vais faire une expérience en horticulture. Je vais faire une expérience. Des gamins qui s'ennuient à l'école, qui n'ont rien envie de faire, tout d'un coup, on les met vers le concret. Vers le concret. Et ça marche. Et ça marche parce qu'ils découvrent que, effectivement, il y a des règles. Voilà, partout. Il y a le travail qui va payer. Les plantes vertes, c'est pas en claquant du doigt qu'elles poussent. Il faut leur prendre soin. Et ils découvrent que prendre soin de quelque chose, les enrichit et leur permettent d'aller plus loin. Et on a des jeunes, après une 3e nature, se disent, ça vaut le coup que je reprenne un cursus général parce que j'ai pris goût au français et aux mathématiques. Et en fin de compte, je suis pas si mauvais que ça. Et en fin de compte, je peux réussir. Voilà, il y a plein de possibilités qui montrent l'élève qui réussit. Oui, parce qu'on peut avoir des gamins qui n'arrivent pas à suivre en 5e, qui n'arrivent pas à suivre en 4e, et là, ils ont une voie qui s'ouvre. Oui, parce qu'il y a une période qui s'appelle l'adolescence, qui est quand même une vraie tempête intérieure. Alors, certains arrivent à canaliser la tempête, puis d'autres n'y arrivent pas. Donc, si la tempête déborde, le scolaire peut être mis de côté pour découvrir d'autres choses, des émotions. Puis, à un moment donné, la tempête se calme tranquillement, puis ou pas. Alors il y en a qui mettent plus de temps, c'est vrai, mais voilà, il y a quand même un système scolaire qui, je trouve, est moins obtus et moins rigide, et un jeune n'est plus enfermé dans le parcours qu'il fait. Si il commence un cursus, puis pour X raison, il bifurque, puis, c'est normal, et on te demandera pas si tu as eu ton bac à 18, 19, 20 ans, si tu l'as eu après une première expérience de réussite, puis une deuxième expérience de réussite. Et ça, je trouve ça beau. Et nos psychologues, puisque là, on est au cœur de cette émission pour en parler, nos psychologues sont vraiment un partenaire qui aide les familles
Alors d'abord le jeune à dire mais écoute t'as envie de voir autre chose, mais c'est moi ça, j'aurais vraiment bien aimé vous trouver, parce que quand mon gamin a décidé à 14 ans qu'il allait quitter l'école pour faire un bac pro maritime, ça m'avait un petit peu surpris, quoi. Ouais, et je suis sûre qu'il a réussi. Il a réussi. Oui. Voilà, oui. Ben voilà. Bah, là, il est en Martinique, il navigue là en ce moment. Ben voilà, tout va voilà. bien, hein. Et c'était ça, sûrement. Parce que c'était pas un môme adapté à l'école, et puis et que là, il s'est régalé, et que là, maintenant, ce cochon, il m'envoie des trucs, mais je vais toujours vous montrer la photo, vous allez voir, ça fait c'est une vraie carte postale. Béatrice, les adolescents, vous l'évoquiez, Emmanuel Barlier, ça peut. Voilà, c'est un moment qui est comme très particulier. L'adolescence, ça peut prendre feu très vite. Ah oui. Oui, donc nous, on est là aussi en première ligne. Parfois, on est appelé directement par les parents qui ne reconnaissent plus leur enfant. Et certains parents ne voyaient pas l'adolescence arriver aussi vite et de façon brutal, aussi brusque. Donc en fait... Pour les filles, pour les garçons. Oh oui. Et des deux côtés, c'est de plus en plus tôt. Donc généralement, nous, on essaie là aussi déjà de discuter avec l'enfant, parfois lui expliquer un petit peu ce qui lui arrive, parce que eux, les premiers, moi, j'en ai qui me disent « mais je me reconnais pas. Je m'énervais pas comme ça avant, pas aussi facilement. » L'émotion qui a... Voilà, la gestion des émotions qui devient très compliquée. Je me dispute tout le temps avec papa et maman, alors qu'avant, jamais. Et il faut qu'on travaille ça avec eux, qu'on leur explique pourquoi cette tempête émotionnelle, elle est là. Puis d'un autre côté, ça peut être sain aussi. Oui, on met les choses à plat. Les mardis de l'info, avec vous, jusqu'à 20h. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons justement approche psychologique dans les écoles avec le centre de consultation psychopédagogique, le CCPP, présidé par Emmanuel Barlier qui est à nos côtés. Emmanuel est professeur des écoles, directrice de l'école primaire Saint-Jacques à Neufchâtel-en-Bray. Et puis également avec nous, merci à toutes les deux, Béatrice Stanton, psychologue clinicienne, la coordinatrice du CCPP, oui, on va y arriver. Et vous êtes 12, plus évidemment une secrétaire qui est là, donc ça fait quand même beaucoup de monde, tout ça. C'est curieux, Emmanuel, mais à Barbey-d'Aurevilly, au lycée Barbey-d'Aurevilly, j'ai jamais entendu parler du CCPP. Alors, c'est normal, puisque le CCPP œuvre dans les établissements catholiques de nos 3 diocèses, Évreux, Rouen et Le Havre. D'accord, donc c'est vraiment une initiative. Une initiative de l'enseignement catholique pour permettre à chaque jeune, chaque famille de pouvoir être accompagné plus particulièrement. Donc Jean 23 à Yvetot, JB à Rouen connaissent le CCPP. Voilà, et vous intervenez dans ces écoles-là. Oui, je suis intervenue à JB jusqu'à l'année dernière. Donc oui, moi j'ai fait pas mal d'établissements puisque depuis le temps que je suis au centre psy, comme on dit. J'ai d'abord commencé par aller à Dieppe, Aumale, Neuchâtel, Forges. Ensuite, je suis allée plutôt sur Évreux, Vernon, et maintenant, je suis surtout sur l'agglomération rouennaise. Ouais. Alors, bien évidemment, on ne fait pas que la promotion de l'enseignement catholique, on va pas aussi parler de l'enseignement classique, normal, qui fait aussi ce qu'il peut. Et c'est vrai que les situations sont pas toujours évidentes à gérer quand on voit ces difficultés auxquelles nos enfants peuvent être confrontés. Ce que j'aimerais bien comprendre également, c'est de savoir, mais vous allez voir les gamins ou ces jeunes, comment ça s'organise ? Le rendez-vous, il se passe comment ? Alors, dans chaque établissement, on a une personne qui va s'occuper de prendre nos rendez-vous. Donc, dans les écoles primaires, généralement, c'est soit le chef d'établissement, soit l'enseignant spécialisé. Donc, comme nos permanences sont données à l'année, on s'organise au fur et à mesure. Au niveau des établissements collège-lycée, ça va être par exemple la CPE, les responsables de niveau, la vie scolaire.
Une infirmière. Une infirmière, s'ils ont la chance d'en avoir une. Si bien que quand on arrive le jour J, on a notre planning qui nous attend. Et chez vous, dans votre école, Emmanuel Barlier, vous avez un endroit où on peut recevoir les gamins ? Tout à fait. Il y a une salle qui s'appelle notre salle coup de pouce, qui est aussi la salle où les professeurs se réunissent pour travailler, qui est mise à disposition de la psychologue une fois par mois. Ouais. J'entends que vous intervenez toutes les deux, forcément, mais sur des tout petits, c'est ça qui m'impressionne beaucoup. Je dirais que pour les enfants de maternelle, souvent c'est une observation en classe. C'est-à-dire que la psychologue va vivre un temps dans la classe et voir comment le petit de 3 ans entre ou ne rentre pas facilement vers les autres, entre ou pas dans les apprentissages. Puis la psychologue va aussi observer les interactions. On va regarder comment le gamin se comporte dans le cours. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on peut voir ? Parce que vous connaissez ça très bien, c'est votre métier depuis un certain temps, Emmanuel Barlier. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir un enfant qui ne va pas vouloir entrer dans l'apprentissage parce que peut-être il a déjà peur de l'échec. Il sait que peut-être faut qu'il réussisse. Donc la psychologue va nous dire, oui, il attend que le camarade commence, il a besoin d'être guidé pour être peut-être en réussite et sur le chemin qui paraît juste. On va peut-être avoir un enfant, on va dire, il n'est pas assez autonome. Oui, on s'aperçoit qu'il y a interaction, c'est-à-dire un autre enfant de la classe l'a peut-être pris sous son aile ou a peut-être décidé de dire viens donc, et il subirait. Voilà. Après, c'est Béatrice qui peut quand même mieux en parler que moi sur ce qu'elle voit quand elle entre dans une classe de maternelle. Chez les maternelles, ça peut être très variable. On a les petits loulous qui arrivent, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à la collectivité, aux règles de vie. Les règles de vie, très important. Les dents, ça reste dans la bouche. Oui, c'est ça. On s'en sert pas pour... Voilà, on va éviter de mordre le petit copain parce qu'il a piqué le jouet. Puisque là aussi, on n'arrive pas à exprimer une émotion, donc ça se traduit par de la violence. Alors, la plupart du temps... une frustration. Ils sont encore trop petits pour dire ce qu'ils ressentent. Donc, ça sort comme ça vient, et ça peut être une tape, une morsure, et pour les parents, c'est parfois compliqué d'expliquer à un enfant que non, on mord pas, non, on ne tape pas. Ils ont parfois besoin que nous, on fasse un petit peu tiers entre eux et l'enfant pour expliquer qu'effectivement, il y a des attitudes qu'on ne peut pas conserver. C'est pas toujours facile pour les parents de dire non. À propos aux parents de dire non, Emmanuel, que pensez-vous justement des écrans ? Oh là j'en pense que s'il y a des règles aussi sur les écrans, pas avant 3 ans. 3-6-9. Voilà, 3-6-9, c'est que l'écran pour lequel nous y restons trop longtemps doit avoir sûrement des conséquences sur les apprentissages ou sur la gestion des émotions. Alors je fais l'intelligent avec 3-6-9. Vous voulez bien nous expliquer 3-6-9 ? Je me souviens plus quel était le pédopsie qui avait raconté tout ça. Là, en tout cas, jusqu'à 3 ans, aucun écran, 6 un petit peu, et 9, on peut commencer un tout petit peu à en faire. Je suis personnellement, ça c'est que mon avis à moi tout seul, assez atterré de voir des tout petits bouts de chou scotchés devant l'écran à regarder des Peppa Pig pendant une durée hallucinante au restaurant, dans la voiture, en faisant les courses et alors, tout ça. On pourrait dire qu'on est parfois étonné, mais là c'est vrai que j'ai un certain âge maintenant, de voir au restaurant ou ailleurs, tout le monde avec son portable. Voilà, une famille de 5 personnes, on va avoir papa sur le portable, maman sur le portable et les 3 enfants. L'autre jour, dans un lieu où on fait ses courses, la maman avait son téléphone dans la poche et l'enfant avait aussi son téléphone. Donc c'était même pas le téléphone de maman qui était offert à l'enfant pour peut-être l'aider à patienter, c'était chacun avait son téléphone. Donc voilà, ça nous coupe dans les relations. En qualité de pédagogue, Emmanuel Barlier, vous avez une certaine expérience. Oui. Vous avez vu un changement de comportement dans les gamins ces 20 dernières années ? Oui. Je dirais que la relation à l'autre n'est plus aussi évidente ou aussi aisée. Parce qu'ils ont pris l'habitude soit de mettre un écran entre eux,
entre deux personnes, soit aussi de se dire mais moi je me mets dans ma bulle, dans mon monde et j'y suis bien. Alors pourquoi faire l'effort d'aller vers toi qui peut-être va m'apporter plein de choses, mais pour l'instant mon expérience c'est je suis bien dans ma bulle, donc pourquoi l'altérité? Béatrice, vous en pensez quoi vous de ça? Alors effectivement, moi depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai vu une évolution et notamment sur le fait qu'on est interpellé pour intervenir dans les classes de plus en plus tôt. Il y a 20 ans, dans les maternelles, ça restait quand même assez rare. C'était surtout par exemple pour des retards de langage, mais beaucoup moins de troubles du comportement. Est-ce qu'on peut faire le raccourci et lier les troubles du comportement, les TDA par exemple, à l'usage des écrans? C'est trop rapide? Là, moi, je ne me permettrai pas de faire ce raccourci-là parce que je ne suis pas scientifique. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui convergent en fait. Qui convergent vers? Voilà, les écrans font partie d'autres choses. Il y a une expérience qui a été faite il y a 15 ans maintenant d'un enseignant qui s'était filmé et qui passait la dictée en film. C'est-à-dire quand il dictait à ses élèves une dictée, il avait moins l'attention de ses élèves que quand il était derrière un écran et qu'il faisait cette même dictée. L'écran captivait ses élèves et faisait que ses élèves étaient concentrés dans ce pourquoi il y avait ce temps-là, c'est-à-dire faire de l'orthographe. Ça annonce rien de bon avec l'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, il n'a pas prolongé l'expérience, mais effectivement, on s'aperçoit que parfois, l'écran aide à recentrer les élèves, aide aussi à recentrer le groupe, recréer de la concentration parce qu'ils sont happés dedans pour après mieux en sortir. Donc, l'écran c'est pas tout ou rien. Hein. Dans nos établissements, nous avons des beaux outils numériques, des tablettes, des écrans tactiles, qui aident à aussi en faire un outil qui rassemble. Et je pense que ça aide nos élèves à voir si on est chacun derrière son téléphone, derrière son écran, on est isolé. Mais l'écran qui est fédérateur de synergie, qui est fédérateur d'interaction, il y a du bon. Là, il y a du bon. Il y a du bon. Donc, faut pas être trop vieux jeu. Faut pas être trop vieux jeu. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Je suis contente. Il peut y avoir du bon aussi. Certains psychothérapeutes qui traitent notamment les phobies. Oui. Travaillent avec des casques de réalité virtuelle. Ah. Notamment pour soigner la peur du vide, la peur des araignées. La peur des araignées et la peur du vide aussi. Oui. En fait, ça permet d'être en contact. contact. J'ai pas peur des araignées, par contre, le vide ne me ferait jamais sauter en bungee. Alors ça, jamais. Les psychothérapeutes qui font ce qu'on appelle des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. C'est aussi lié à la résolution de traumatismes. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. MDR. Ah, c'est le MDR. Ouais, non, mais allez-y. Ah non, mais franchement, moi j'ai le MDR aussi qui est pas mal. Et il y a le LOL qui fonctionne bien. Vraiment dans le cas des traumatismes extrêmement violents. D'accord. Mais si vous avez une phobie, elle peut effectivement se traiter par l'intelligence artificielle. Vous avez peur des araignées, Emmanuel Barlier? Non, je dirais que j'ai peur. Vous avez peur de rien, vous? Si, des petites bestioles à 4 pattes qui s'appellent une souris. Ah, vous n'aimez pas les souris? Pas trop. Bon, pas trop. Je trouve qu'elles galopent trop vite. Ouais. Bon, et puis vous, Béatrice, non, ça moi, va? les araignées, j'ai horreur. Ah, vous n'aimez pas les araignées. Luc, c'est quoi votre petite bête préférée? Petite bête préférée? Ah, préférée? Non, pas préférée. Celle préférée. qui va vous faire des cauchemars. Hein. Non, moi je suis un petit peu pareil. Hein. Les araignées, j'aime pas ça. Ah oui, pourtant, elles sont quand même bien pratiques. Les gros bourdons aussi, les machins qui volent. Là. Ah, les machins qui volent, vous savez pas où ça va arriver. Non, j'aime pas ça non plus. C'est pas terrible. Ouais, les belles araignées, quand même, c'est sympa aussi de près. Plus sérieusement, effectivement, ce soir, nous parlions justement autour de cet accompagnement que vous proposez, que vos écoles proposent. On aimerait bien que tout le monde puisse faire ça. Comment est-ce qu'on finance votre action ? On finance par une participation des familles, donc une contribution est appelée pour chaque famille. Et il y a ce qu'on appelle dans l'enseignement catholique une solidarité ou une subsidiarité. Donc les familles ne payent pas parce que leur enfant irait pas bien, mais participent. C'est un partage. Un partage, voilà, complètement. Et les familles se rendent compte que
alors je veux dire, c'est pas comme une assurance où on prend une assurance et puis on espère qu'il n'arrivera rien, mais le fait de contribuer à cela, on est tous responsables d'un bien-être dans nos classes, un bien-être dans tous les temps hors classe. Et quand un enfant ne va pas bien, le fait qu'il puisse avoir un temps avec la psychologue fait qu'il y a un retour pour tout le monde, puisque grâce au travail qui est fait, l'enfant revient dans son lieu d'école, dans son lieu de cours de récréation, avec un mieux-être. Donc voilà, on a tendance à dire un enfant accompagné par la psychologue, forcément, il y a l'effet boomerang. Toute la classe va bénéficier. Le groupe classe, voilà. Béatrice, et les parents, vous en faites quoi? Parce que moi, je suis papa et je vais faire quoi maintenant? Mon fils, il prend feu, qu'est-ce que je fais? Alors, on travaille toujours avec eux. Oui. Vraiment, ce sont nos premiers partenaires. Une fois qu'on a vu l'enfant, on fait systématiquement un retour aux parents. Voilà, sans tout dire non plus. Bien sûr que non, parce que c'est une parole privilégiée que vous avez avec l'enfant. C'est une parole privilégiée. L'élève nous dit parfois, mais ça, je veux pas que papa et maman le sachent. Très bien. Et donc ça, vous le respectez. Pour en savoir plus, eh bien, de votre côté, vous vous dirigez vers l'établissement où est accueilli votre enfant. Posez la question. Parce que ce soit un établissement public ou privé, il existe des solutions et des bonnes solutions. N'hésitez pas à vous tourner vers les équipes pédagogiques qui sont toujours extrêmement compétentes. Même si parfois vous avez des doutes, il est malade, il est pas là, il est désagréable, il a donné des devoirs. Ouais, ne vous inquiétez pas, ils font un sacré boulot, nos profs, que ce soit dans le public ou dans le privé. Les mardis de l'information, c'est terminé pour ce soir. Le centre de consultation psychopédagogique, merci à votre équipe, c'est-à-dire Emmanuelle Barlier, la présidente, et puis vous, Béatrice Stanton, psychologue clinicienne. Vous saluez bien évidemment toutes vos 12 psychologues et votre secrétaire également. Et nous, de votre côté, nous vous embrassons bien fort. À très vite pour un prochain numéro des Mardis de l'information.